À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde espérait enfin un peu de paix. Mais en réalité, c'est une toute autre époque qui s'est ouverte, un face-à-face planétaire de 45 ans qui a complètement redessiné notre monde. On va décortiquer ensemble cette période si particulière, la guerre froide. Cette phrase de Nikita Khrouchtchev, elle dit tout. Elle résume parfaitement où se situait le cœur de la tension. Berlin, une ville seule, perdue en plein territoire communiste, mais coupée en deux. C'est devenu le symbole et surtout le point de friction le plus chaud d'un monde entièrement divisé. La victoire contre le nazisme n'a pas vraiment uni les Alliés. Au contraire, dès la fin de la guerre, une nouvelle rivalité a éclaté entre les deux grands vainqueurs, devenus des superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique. Deux visions du monde qui s'opposaient en tout point. Au cœur de cette rivalité, il y avait un véritable gouffre idéologique. D'un côté, on a le communisme soviétique, avec une économie entièrement dirigée par l'État, un seul parti au pouvoir, et l'idée que le collectif prime sur tout. De l'autre, les démocraties occidentales, basées sur l'économie de marché, la compétition, les élections libres et la liberté individuelle. Ce n'étaient pas juste deux systèmes différents, c'était deux projets de société totalement antagonistes. Et c'est cette méfiance profonde qui va nourrir le conflit pendant des décennies. Alors, pourquoi on l'appelle la guerre froide ? Eh bien, tout simplement parce que les États-Unis et l'URSS ne se sont jamais affrontés directement sur un champ de bataille. C'était bien trop risqué. C'était donc une guerre d'influence, une guerre technologique, une guerre menée via d'autres pays, ce qu'on appelle des guerres par procuration, le tout dans l'ombre d'une menace permanente, l'anéantissement nucléaire mutuel. L'Europe est devenue la ligne de front de ce nouvel affrontement. Une frontière à la fois physique et idéologique a littéralement coupé le continent en deux. C'est le fameux rideau de fer. D'un côté l'Ouest, de l'autre l'Est. Deux mondes devenus presque totalement hermétiques. Face à ce qu'ils voyaient comme une tentative d'expansion du communisme, les États-Unis ont mis en place une stratégie qui allait guider toute leur politique étrangère pendant 40 ans. L'endiguement, ou containment en anglais. L'idée, théorisée par le diplomate George Kennan, était simple. Il fallait contenir le communisme, l'empêcher de s'étendre au-delà de ses frontières, un peu comme on construit une digue pour stopper une inondation. Et cette division, elle s'est mise en place à une vitesse folle. Regardez un peu. En 1945, la guerre est à peine finie que l'Allemagne est déjà partagée. 3 ans plus tard, c'est le blocus de Berlin et la réponse incroyable des Alliés avec le pont aérien. La tension est à son comble. Et là, en 1949, coup de tonnerre, l'URSS fait exploser sa première bombe atomique. Le monopole américain est terminé. Le point final de cette division, c'est la création de 2 alliances militaires ennemies. L'OTAN à l'ouest et le pacte de Varsovie à l'est. Le monde est officiellement coupé en 2 blocs prêts à en découdre. Ce qui est incroyable, c'est que ce rideau de fer n'était pas juste une image, c'était une réalité économique brutale. Des études ont montré que cette division a agi comme une sorte de taxe douanière de 48%. Résultat, le commerce entre l'Est et l'Ouest a été quasiment divisé par 2. C'était un vrai mur, aussi bien économique que politique. On va maintenant aborder les moments les plus critiques, ceux où la tension a atteint un tel niveau que le monde a vraiment frôlé la catastrophe nucléaire. Au centre de la crise, il y a toujours Berlin. La principale raison de la construction du mur, c'est qu'il fallait à tout prix stopper l'hémorragie. L'Allemagne de l'Est se vidait de sa population, surtout de ses jeunes et de ses travailleurs qualifiés. Imaginez, rien que pour le mois de juillet 1961, 30 000 personnes ont fui à l'Ouest. Pour le régime, c'était une catastrophe économique et une humiliation. Alors ils ont construit ce qu'ils ont appelé, avec un cynisme total, un rempart antifasciste. Mais un mur n'arrête pas le désir de liberté. L'ingéniosité humaine pour le franchir a été sans limite. Cet exemple est juste incroyable, digne d'un film d'action. Imaginez la scène, en pleine nuit, tirer une flèche pour faire passer un fil de pêche, puis une corde, puis un câble en acier au-dessus de la bande de la mort, et enfin se lancer dans le vide sur une poulie de bois. Ça montre bien la tension permanente entre la volonté d'enfermer et le désir de s'échapper. Et parfois, cette tension était visible, concrète, comme à Checkpoint Charlie en 1961. Là, des chars américains et des chars soviétiques se sont retrouvés face à face, moteurs allumés, canons pointés pendant 16 heures. 16 longues heures où une seule erreur, un seul ordre mal compris aurait pu déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et bien sûr, il y avait toujours, en toile de fond, la menace nucléaire. La course aux armements a atteint des sommets de folie, avec des armes d'une puissance qu'on peine à imaginer. Un seul essai de bombe à hydrogène américaine a littéralement vaporisé une île du Pacifique. C'est cette destruction mutuelle assurée qui, paradoxalement, a sans doute empêché une guerre ouverte. Mais la rivalité ne se limitait pas à la planète Terre. Elle s'est déplacée vers un tout nouveau terrain de jeu, un nouveau front pour prouver sa supériorité technologique et idéologique, l'espace. Ça a été un véritable duel technologique. En 1957, premier choc, les Soviétiques lancent Spoutnik. C'est une claque pour l'Amérique. Il récidive en 1961 avec Yuri Gagarin, le premier homme à voir la Terre depuis l'orbite.
Piqués au vif, les États-Unis ont tout misé sur un objectif fou, aller sur la Lune. Ils ont créé la NASA pour ça. Et en 1969, le monde entier a vu en direct les premiers pas de l'homme sur un autre astre. C'était une victoire symbolique colossale pour l'Ouest. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point cette guerre idéologique s'est immiscée partout, même dans la science la plus théorique. En Union soviétique, par exemple, la théorie du Big Bang était officiellement rejetée, qualifiée de pseudo-science. La raison, l'idée d'un instant de création de l'univers, ça ressemblait un peu trop à une création divine, et ça contredisait la philosophie marxiste du matérialisme dialectique. La science devait donc se plier à l'idéologie officielle. C'est dire. Après des décennies de tensions extrêmes, la situation a finalement commencé à changer. La pression, petit à petit, est retombée. On entre dans le dernier acte de la guerre froide. Cet appel de Ronald Reagan, lancé à Berlin en 1987, est devenu iconique. Il symbolise bien la pression qui s'accentuait sur l'Union soviétique, à la fois de l'extérieur, mais aussi et surtout de l'intérieur. Le véritable changement est venu de Moscou. L'économie soviétique était à bout de souffle, complètement sclérosée. Le nouveau dirigeant, Mikhaïl Gorbatchev, a compris qu'il fallait agir. Il a alors lancé 2 réformes qui allaient tout changer. La glasnost, pour plus de transparence et de liberté d'expression, et la perestroïka, pour restructurer l'économie. Son objectif était de sauver le système communiste, mais sans le savoir, il venait d'ouvrir une boîte de Pandore. Et la fin est arrivée d'une manière totalement imprévue, presque par accident. Le 9 novembre 1989, un officiel est-allemand, lors d'une conférence de presse, annonce de manière confuse que les voyages vers l'Ouest sont autorisés immédiatement. C'était une erreur, mais des milliers de Berlinois l'ont pris au mot et se sont rués vers le mur. Les gardes-frontières, dépassés, sans ordre clair, ont fini par ouvrir les barrières. Le mur était tombé. La chute du mur a été le premier domino. Elle a entraîné dans sa chute tout le bloc soviétique. Et a laissé derrière elle un monde transformé avec un héritage complexe qui se fait encore sentir aujourd'hui. La suite s'est enchaînée à une vitesse stupéfiante. En novembre 89, le mur tombe. Moins d'1 an plus tard, l'Allemagne est réunifiée. Et fin 1991, l'impensable se produit. L'Union soviétique, la superpuissance qui a tenu tête à l'Amérique pendant un demi-siècle, est officiellement dissoute. La guerre froide était terminée. Cette question, écrite sur un morceau du mur, est terriblement pertinente. La guerre froide a défini les alliances, les conflits et les équilibres de la seconde moitié du XXe siècle. Son héritage est partout autour de nous, dans la géopolitique actuelle, dans les tensions qui subsistent. La question reste donc posée. Cette guerre-là est-elle vraiment complètement finie ?